L'opposition malienne dénonce un manque de transparence dans l'organisation des élections à venir. Elle exige une révision du fichier électoral. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. 17e réunion des partenaires pour les forêts du bassin du Congo, c'était du 24 au 26 octobre à Douala, au Cameroun. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. Je le disais en titre, au Mali, les partis politiques de l'opposition exigent une révision du fichier électoral pour un meilleur déroulement des prochaines élections. Ils mettent aussi en garde contre ce qu'ils appellent des mascarades d'élections qui, selon eux, se préparent avec la rétention des cartes électorales et la non-révision du fichier électoral. Reportage signé Alima Bentouré. Les partis politiques de l'opposition au Mali montent au créneau et dénoncent le manque de transparence dans l'organisation des futures élections. Selon ces partis politiques, l'administration malienne qui est tenue par la loi depuis le 1er octobre à opérer la révision annuelle des listes électorales n'a jusqu'ici encore rien fait. Aucune disposition n'a été prise par le gouvernement, ne serait-ce que pour rentrer en relation avec les autres acteurs du processus électoral afin d'organiser la mise à jour du fichier. Les partis politiques de l'opposition ont été surpris de constater que le gouvernement a fixé la date des prochaines élections communales de cercles et de régions au 17 décembre 2017. Les partis condamnent cette attitude unilatérale du gouvernement qui avait pourtant été saisi par l'opposition par une lettre en date du 19 septembre 2017 dans laquelle elle avait exprimé ses préalables à toute discussion sur les élections. Face à la situation de confusion créée par le gouvernement, l'opposition réitère la pleine réalisation de ses préoccupations, à savoir la résolution dans la transparence des 900 000 cartes NINA de trop évoquées par le vérificateur, donc suspecte d'une manipulation programmée par le régime en place. L'opposition se plaint également que depuis 2013, les mêmes problèmes subsistent malgré ses appels du pied au gouvernement. Des aspects inquiétants qui risquent de déboucher sur des crises post-électorales. Les partis politiques de l'opposition mettent donc officiellement et fortement en garde le gouvernement qui s'aventure avec aveuglante persistance à engager le pays dans une nouvelle crise électorale aux conséquences désastreuses. Les partis politiques de l'opposition ont également fait le tour des grandes questions de la nation, entre autres ce qu'ils appellent la corruption endémique dans le pays, l'état de l'école malienne avec la fermeture de plus de 500 écoles dans le centre du pays et des achats d'avions à géométrie variable en matière de prix. Au Mali, le gouvernement a convoqué le collège électoral pour des élections couplées des régionales, locales et communales partielles pour le 17 décembre 2017 qui seront suivies en 2018 des élections législatives et présidentielles. Et pendant ce temps, en Guinée-Bissau, 18 partis de l'opposition regroupés au sein du Forum de concertation politique sont dans la rue depuis le vendredi dernier. L'objectif de la manifestation, censée durer toute une semaine, est d'exiger la chute du gouvernement et l'application de l'accord de Conakry signé en octobre 2016. On fait le point à travers ce télémon. Des milliers de partisans de l'opposition envahissent depuis vendredi les rues de la Guinée-Bissau. Regroupés au sein d'une seule et même coalition, les 18 partis politiques à l'origine du mouvement ont annoncé qu'il allait durer toute une semaine. Le collectif a en effet décidé d'occuper la rue jusqu'au 3 novembre pour exiger la démission du gouvernement d'Oumaro Sissoko Embalo et l'application de l'accord signé en octobre 2016 à Conakry sous l'égide du président Alpha Condé. Aucun incident n'a été rapporté jusqu'ici, mais le collectif menace de passer à la vitesse supérieure dès cette semaine en organisant des journées villes mortes et une vaste campagne de désobéissance civile si ces actions ne portent pas leurs fruits. Un avertissement à l'endroit du président José Mario Vaz qu'il somme d'appliquer l'accord de Conakry le plus tôt possible.
Un attentat suicide a fait au moins 5 morts ce lundi dans le nord-est du Nigeria, une région considérée comme l'épicentre des violences commises par le groupe djihadiste Boko Haram. L'annonce a été faite par un membre des milices civiles qui combat aux côtés de l'armée nigériane. Voici le reportage. Nouvelle attaque terroriste dans le nord-est nigérian. Bilan, au moins 5 personnes tuées et plusieurs autres blessées. L'explosion a eu lieu à l'aube à 15 km au nord de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Un kamikaze déguisé en fidèle est rentré dans une mosquée à l'heure de la prière du matin, puis a déclenché sa ceinture explosive. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, toutefois le procédé utilisé laisse penser aux autorités qu'elle est une œuvre de la faction du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Dimanche déjà, un milicien posté à Checkpoint dans le quartier de Mouna à Maiduguri a été tué et un autre blessé par 2 femmes kamikazes qui se sont fait exploser en fin d'après-midi. La semaine dernière, un triple attentat suicide a également fait 14 morts à la sortie du camp de déplacés de Mouna. Quelques jours plus tard, s'en est suivi une autre attaque terroriste, revendiquée cette fois par la faction d'Abou Moussab al-Barnawi, affiliée au groupe État islamique. Elle a tué plus de 15 soldats à Sassawa. Ces différentes attaques alourdissent davantage le bilan des victimes de Boko Haram, déjà responsable de la mort d'au moins 200 personnes depuis son apparition 8 ans plus tôt. Même registre, mais cette fois-ci en Somalie, où le bilan de l'attaque de samedi à Mogadiscio, revendiqué par les islamistes somaliens, Shebab, s'élève désormais à 27 morts. Ce nouvel attentat qui a coûté leur poste au chef de la police et des renseignements est intervenu 2 semaines après l'attentat au camion piégé du 14 octobre, ayant fait au moins 358 morts et 228 blessés dans la capitale somalienne. Images et sons. Les chefs de la police et des renseignements somaliens ont été limogés après l'attaque de samedi à Mogadiscio qui a coûté la vie à 27 personnes. C'était à l'issue d'un conseil des ministres qui s'est penché dimanche sur cette nouvelle attaque qui intervient 2 semaines après l'attentat au camion piégé du 14 octobre dans le centre de Mogadiscio qui avait fait au moins 358 morts et 228 blessés. Le ministre de la Sécurité intérieure a donné des précisions sur l'incident à l'hôtel Nassa Hablod où 27 personnes ont été tuées et d'autres secourues après l'intervention des forces de sécurité. Les ministres ont discuté d'une suggestion du ministre de la Sécurité et ont finalement accepté à l'unanimité de renvoyer Abdi Hakim Dahi Saïd, chef de la police somalienne, et Abdullahi Mohamed Ali, chef des services secrets somaliens. Samedi, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont rapidement revendiqué la responsabilité de cette nouvelle attaque, contrairement à l'attentat du 14 octobre dernier, qui n'avait pas été revendiqué. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a condamné cette attaque et réaffirmé sa détermination à combattre les terroristes malgré ces atrocités. Outre le renvoi des chefs de la police et des renseignements dimanche, le ministre de la Défense et le chef d'état-major avaient déjà démissionné quelques jours avant la tragédie du 14 octobre dernier. La 17e réunion des parties prenantes au partenariat pour les forêts du bassin Congo s'est tenue du 24 au 26 octobre à Douala au Cameroun. Une rencontre organisée avec l'appui financier de l'Union européenne qui a permis aux participants de s'accorder sur des stratégies communes de protection des écosystèmes forestiers. Le point avec Narcissoum, notre correspondant au Cameroun. La 17e réunion des parties prenantes au partenariat pour les forêts du bassin du Congo s'est tenue du 24 au 26 octobre à Douala au Cameroun pour permettre aux participants de s'accorder sur des stratégies communes de protection des écosystèmes forestiers. Cette réunion des forestiers et environnementalistes a servi de cadre pour promouvoir un dialogue élargi et fructueux entre les partenaires locaux et ceux appartenant à des collèges différents. D'après les initiateurs du PFBC, la rencontre avait 3 segments d'experts, notamment sur la gouvernance forestière et l'utilisation des terres, la biodiversité et la faune sauvage et le changement climatique. La pression de la déforestation, même mineure, inquiète les États et les partenaires au développement.
Vous savez qu'un engagement a été pris par la Commission de l'Union africaine afin que nous puissions mettre en œuvre une stratégie commune africaine de lutte contre cette exploitation illégale et le commerce illicite de produits de la faune et de la flore. Donc il s'agit ici de mettre les moyens pour que les hommes travaillent dans le cadre de la lutte contre cette criminalité. Selon les données officielles, le taux annuel de déforestation varie de 0 à 1% par an depuis 10 ans, avec une moyenne de 0,4%, ce qui équivaut à 800 000 hectares de forêt détruites chaque année. Le bassin du Congo est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, avec ses 180 millions d'hectares de forêt. La problématique de protection et de préservation est donc essentielle pour la qualité de l'air et la stabilité du climat. Au Libéria, le parti au pouvoir a contesté le résultat du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Dénonçant des fraudes systématiques à grande échelle, le parti de l'unité veut saisir la commission électorale. Le parti accuse également la présidente sortante, Ellen Johnson, d'ingérence dans le processus électoral. Voici les précisions. Le parti de l'unité dénonce des fraudes systématiques et à grande échelle durant le premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier au Libéria. Dans un communiqué également signé par 2 autres formations politiques, le parti au pouvoir qui conteste le résultat du scrutin a décidé de saisir la commission électorale. Au Parti de la Liberté, nous réaffirmons notre solidarité déclarée avec tous les autres partis politiques et candidats qui se sont offensés et ont de fortes raisons de croire que les sondages du 10 octobre 2017 ont été caractérisés par des irrégularités et des fraudes systématiques massives. Dans le cadre de cette solidarité et prenant aussi en compte les preuves accablantes de fraude qui continuent d'émerger, nos partis politiques respectifs ont décidé de poursuivre cette affaire jusqu'à une conclusion juridique logique, aussi rapidement que le permet la loi libérienne. Le second tour de la présidentielle prévu pour le 7 novembre prochain doit opposer le vice-président sortant Joseph Boakai, candidat du parti au pouvoir, à l'ex-star du football George Weah. Dans le camp du footballeur, ils sont plutôt sûrs de l'emporter. Le peuple libérien décidera le 7 novembre qui sera son chef entre le Parti de l'Unité et le CDC. Si le Parti de l'Unité a peur, ils peuvent aller s'asseoir. En 2011, nous avons dit que nous n'allions pas aux élections et ils ont eu des élections à un seul parti. Les élections auront lieu. Ceux qui ont perdu ces élections devraient accepter les résultats. Le parti au pouvoir accuse également la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf dans le processus électoral en raison d'une rencontre avec les responsables de la commission électorale qui s'était déroulée à son domicile avant le premier tour du scrutin. Selon les responsables du Parti de l'Unité, cette rencontre n'avait aucune base légale ni aucune justification. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.